Voici l'essentiel sur la maîtrise de la compréhension orale du français naturel. Ce guide pour apprenants explique comment combler ce fossé super frustrant entre le français parfaitement articulé de vos manuels et le français ultra rapide que vous entendez dans la rue. Premièrement, oubliez complètement la perfection. Traduire chaque mot en temps réel, ça crée un stress qui bloque totalement le cerveau. Visez uniquement l'idée globale. Honnêtement, écouter juste des audios langue manuelle, c'est exactement comme lire le code de la route sans jamais conduire une vraie voiture. Deuxièmement, vu qu'on arrête de tout traduire, qu'est-ce qui rend la vraie écoute si difficile au début? Eh bien, c'est un mix de vitesse, d'argot du quotidien, genre dire boulot au lieu de travail, aux bagnoles pour voiture, et surtout des fameuses liaisons qui fusionnent les amis en un seul son, les amis. Mais pourquoi se mettre autant la pression alors que les Français natifs avalent la moitié de leurs mots et ne se comprennent même pas toujours entre eux? Troisièmement, pour décrypter ces mots fusionnés, la clé c'est pas d'étudier plus longtemps, mais plus régulièrement. Écouter 10 petites minutes chaque jour, c'est 1000 fois plus puissant que 2 heures le dimanche. Testez le défi des 7 jours. Écoutez exactement le même petit audio 7 fois en une semaine pour forcer votre oreille à s'adapter au rythme naturel. En fin de compte, pour comprendre le vrai français, il faut fermer les manuels, accepter le chaos joyeux des conversations réelles et entraîner son oreille un tout petit peu tous les jours. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est tout à fait capable de lire du Victor Hugo dans le texte, ou même quelqu'un qui maîtrise, je sais pas, toute la conjugaison du subjonctif imparfait, se retrouve soudainement, mais totalement paralysée, quand un boulanger parisien lui demande à toute vitesse si elle veut une baguette bien cuite? C'est le grand classique, ouais. Le choc de la réalité. Exactement. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce fossé gigantesque, parce que c'est vraiment un gouffre, entre le français qu'on trouve dans les manuels et le français de la rue. Le français de la vraie vie, quoi. Voilà. Et pour cette exploration d'aujourd'hui, on se base sur une source très spécifique. C'est une transcription d'une leçon vidéo qui s'intitule Mastering Natural French Audio Comprehension for Beginners. C'est un contenu qui a été pensé pour les apprenants de niveau A2. Et juste pour qu'on soit bien clair sur ce que ça représente, le niveau A2, C'est un moment un peu charnière, en fait. c'est ça. La personne n'est plus un grand débutant, elle connaît les règles de base, elle peut faire des phrases simples, mais, et c'est un grand mais, ses connaissances sont encore extrêmement fragiles quand il faut les utiliser en temps réel. En tant que passionné par ces mécanismes, je trouve ça fascinant. Et notre mission avec cette analyse, c'est vraiment de comprendre pourquoi ce fameux bagage théorique s'effondre en conditions réelles. Et surtout, d'extraire les méthodes pour entraîner le cerveau à comprendre la langue parlée naturellement, sans ces petites pauses artificielles. Et c'est un cadre analytique super important à poser dès le départ. Je suis ravi qu'on aborde ça sous cet angle. Parce que la clé ici, et la leçon insiste bien là-dessus, ce n'est pas du tout d'accumuler encore et encore du vocabulaire. Non, c'est pas ça le but. Pas du tout. C'est vraiment une question d'adaptation au monde réel. Cet effondrement dont tu parles, il s'explique simplement par un changement radical d'environnement. En fait, l'apprentissage classique, tu vois, en salle de classe, ça fonctionne un peu comme une piscine municipale. Ah oui, j'adore cette image, la piscine bien propre. Exactement. L'eau est claire, on a des lignes d'eau bien droites pour nous guider, la température est parfaite, et surtout, on a pied. Les mots sont prononcés super lentement par le prof, séparés par de beaux silences artificiels, mais la véritable conversation, dehors, c'est l'océan. C'est sauvage. C'est totalement sauvage. L'eau est trouble, il y a des courants imprévisibles, du vent, du bruit de fond de partout. Et la méthode qu'on analyse aujourd'hui, elle parle d'un principe très simple. On ne peut pas apprendre à survivre dans l'océan en restant sagement dans le petit bassin. Il faut y aller, quoi. Voilà, il faut confronter son système auditif à ce chaos naturel de la langue parlée. Et la source utilise d'ailleurs une autre analogie que je trouve assez frappante pour illustrer cette transition causale. Elle compare ça à l'apprentissage de la conduite. Ah oui, le code de la route. Ouais, tu peux mémoriser le code de la route de la première à la dernière page, tu peux regarder, je sais pas, des centaines d'heures de vidéos sur comment fonctionne un embrayage, mais le jour où tu te retrouves sur l'autoroute, sous une pluie battante avec des camions qui te doublent dans tous les sens, bah non, la théorie, ça suffit plus. Le cerveau en jeu, tu as juste pas été entraîné à traiter tous ces stimuli en même temps. Et bon, décortiquons un peu tout ça, parce que j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que c'est pas ultra risqué, ou même complètement décourageant, de prendre un débutant de niveau A2 et de le jeter directement dans le grand bain d'une conversation ininterrompue? Il faudrait pas plutôt consolider les bases d'abord? Ce qui est fascinant ici, c'est justement ce mécanisme de protection qu'on veut tous adopter. Mais le problème fondamental de cette approche très prudente et purement théorique, c'est qu'elle crée une attente de perfection chez l'apprenant. De
perfection. C'est-à-dire, le système éducatif classique, il conditionne le cerveau à traduire mentalement chaque mot, un par un, pour valider qu'on a bien compris la phrase. Sauf que la neurologie de la compréhension orale, dans la nature, ça fonctionne absolument pas comme ça. Et même pour les francophones natifs. Ah bon? Ah oui, le cerveau humain, c'est une machine à faire des inférences, des prédictions. Prendre une conversation banale dans un café hyper bruyant. Un natif n'entend pas chaque syllabe ou chaque préposition. Il capte des bouts, en fait. C'est ça, il capte des fragments sonores, il analyse le contexte, il lit le langage corporel, et son cerveau va littéralement halluciner les pièces manquantes pour reconstruire le sens global. D'accord. Donc en forçant l'apprenant de niveau A2 à vouloir chercher une traduction littérale parfaite pour chaque mot qui sort de la bouche de son interlocuteur, On bloque complètement ce mécanisme. On lui demande d'utiliser une stratégie que même toi et moi, on n'utilise pas au quotidien. c'est fou quand on y pense. C'est le cœur du problème. Et c'est pour ça que le plonger dans un flux continu, sans ces pauses artificielles, ça force le cerveau à abandonner cette béquille de la traduction mot à mot, qui est de toute façon beaucoup trop lente. C'est clair. Le temps de traduire, la personne en face a déjà fini son histoire. Exactement. Le cerveau est alors obligé de faire confiance à son intuition, à la reconnaissance des schémas sonores. Et l'auteur de la vidéo insiste énormément là-dessus pour déculpabiliser son audience. Ne pas tout comprendre, c'est pas un échec, c'est juste la condition par défaut de la communication humaine. Ouais, c'est normal quoi. Mais du coup, si on accepte cette idée que l'océan est chaotique et qu'il faut juste s'y jeter, il faut quand même comprendre quels sont les obstacles techniques. Qu'est-ce qui rend cette eau si trouble pour notre cerveau? Il y a des éléments très mécaniques, effectivement. La vidéo en liste 4 principaux. Ok, on y va. Le premier, c'est assez évident, c'est la vitesse pure. Le cerveau de l'apprenant doit s'adapter pour reconnaître des mots qui défilent très vite. Mais cette vitesse, elle déclenche le deuxième problème qui est beaucoup plus piégeux, les liaisons, la fusion phonétique. Ah, la fameuse liaison française. Voilà, le manuel te dit lait et ami. Ça te fait 2 jolis petits tiroirs bien propres dans le cerveau. Séparés par un bel espace blanc. C'est ça. Hein. Mais dans la réalité, l'air ne s'arrête pas de sortir des poumons. Ça donne le amis en un seul bloc sonore. Et c'est encore pire avec les contractions, comme le formel je suis, qui devient juste un son de friction rapide, chui. Je suis fatiguée. Voilà, je suis fatigué. Le tiroir chui n'existe pas dans la tête de l'apprenant. La recherche échoue. Et le troisième obstacle? Le vocabulaire familier, l'argot. Le prof t'apprend le mot travail et le mot voiture. Mais sur le trottoir, tu vas entendre boulot et bagnole. Et ça nous amène au quatrième point, qui est le stress psychologique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est une réaction en chaîne. J'ai une image qui me vient en tête à ce réflexe de panique. Vas-y, dis-moi. Se forcer à comprendre chaque mot de ce flux, c'est comme essayer d'attraper chaque goutte d'eau avec ses mains pendant une averse torrentielle. Oh, c'est une super métaphore. Tu vois, c'est épuisant, c'est physiquement impossible. Et au final, de toute façon, tu finis trempé. Et si on applique ça à la langue, s'arrêter sur une goutte d'eau, genre bloquer toute son attention sur ce mot inconnu, bagnole, c'est laisser passer des litres d'eau de contexte qui auraient pu t'aider à comprendre. La pression bloque littéralement la compréhension. Et neurologiquement parlant, c'est exactement ce qui se passe. C'est lié à la charge cognitive. Face à cette accumulation de vitesse, de lésamis, de chui et de bagnole, ton amygdale, le petit centre d'alarme du cerveau, commence à paniquer. Ça crée un pic de cortisol. L'hormone du stress. Exactement. Et le cortisol a cet effet ironique de bloquer l'accès à la mémoire de travail. Plus tu stresses, moins tu te souviens de tes leçons. C'est pour ça que la détente, c'est pas juste un conseil de grand-mère, du style « allez, respire un grand coup ». C'est une vraie technique neurologique. C'est une nécessité technique. En acceptant de ne pas tout saisir, de se laisser mouiller par la pluie pour reprendre ton image, on fait baisser ce stress. On réouvre l'accès à la mémoire et le cerveau recommence à repérer les schémas sonores globaux au lieu de paniquer sur un détail. D'accord, donc une fois qu'on a bien identifié ces blocages, à la fois techniques et psychologiques, comment la source propose-t-elle de s'entraîner concrètement? Parce que la vidéo propose de passer par une histoire, et pas n'importe laquelle. Une histoire conçue exprès pour tester l'écoute globale. Tout à fait. L'entraînement passe par une immersion narrative. Et alors là, il faut qu'on en parle. L'histoire, c'est le récit d'un week-end à la campagne. On a un départ le samedi matin, 2 heures de route, une petite balade dans la forêt. Ensuite, on s'arrête près d'un petit ruisseau. Le soir, préparation d'une soupe et d'une salade sous les étoiles. Et le lendemain, réveil tardif avec des croissants avant d'aller au marché local pour acheter du pain et du fromage.
Le grand classique français. C'est hyper classique. Le vocabulaire tourne autour de trucs comme la campagne, un village, des produits locaux. Et on a des expressions super courantes comme ça fait du bien, profiter du moment, changer de la routine. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé une grosse question. Pourquoi raconter une histoire aussi banale, presque cliché? Enfin, on parle d'une salade et de fromage. Est-ce qu'il n'a pas un moyen plus captivant d'apprendre? Un bon thriller, un peu de suspense? Eh bien, si l'on renie ça à une perspective plus large, on réalise que cette banalité est complètement intentionnelle, et même indispensable à ce stade, Ah bon? Pourquoi? à cause de la fameuse bande passante de notre cerveau. Imagine qu'on te raconte une histoire hyper complexe, un polar avec des espions, des retournements de situation de folie. J'essaierai de trouver le coupable. Voilà. Ton cerveau va dépenser 90% de son énergie à essayer de suivre l'intrigue. Attends, pourquoi il a le pistolet? Qui a menti? Il ne te reste que 10% d'énergie mentale pour traiter la grammaire, la vitesse, le vocabulaire. Et là, boum, surcharge cognitive. La panique revient. Ah, je vois. Donc en réduisant la complexité de l'intrigue au strict minimum, une promenade, manger du fromage, on libère toute cette énergie. C'est ça, le cerveau n'a pas besoin de calculer l'histoire. Il sait très bien comment se passe un week-end à la campagne, il y a zéro surprise. Donc l'apprenant peut enfin se concentrer sur la forme, sur le rythme de l'orateur, sur les structures grammaticales simples comme « nous sommes partis » ou « il faisait beau ». Le fond est tellement prévisible qu'on peut enfin l'écouter la musique de la forme. C'est super astucieux. Bon, du coup, maintenant qu'on a ce matériel d'entraînement hyper sécurisant, quelle est la stratégie concrète de la vidéo pour l'assimiler sans se décourager? On parle d'une vraie hygiène d'apprentissage, non? Oui, il y a des règles très claires. La première, c'est la régularité. La source le dit sans détour. 10 minutes par jour, tous les jours. Ça vaut 10 fois plus que 2 heures d'un coup le dimanche. C'est le principe des petits pas. Exactement. Ensuite, il y a la méthode des écoutes multiples pour chaque session. Tu ne l'écoutes pas juste une fois. Ouais, la vidéo détaille ça bien. La première écoute, c'est pour l'histoire, pour survivre et choper le contexte. La deuxième écoute, c'est pour chasser les mots qui bloquent. Et la troisième, c'est uniquement pour le rythme et la prononciation. Et pour accompagner ça, tenir un petit carnet de vocabulaire, c'est très recommandé. Mais surtout, il faut diversifier son alimentation sonore, si je puis dire. La source cite plein d'exemples excellents. Ouais, elle donne une bonne petite liste. Des podcasts pour apprenants comme French Voices ou Inner French, mais aussi des médias plus traditionnels comme RFI ou plein de vidéos sur YouTube. Elle mentionne aussi les classiques de la gamification comme Duolingo ou Babel. Tout à fait. Et ça va jusqu'aux applications de conversation réelle avec des natifs, comme Tandem ou HelloTalk. Mais la clé de voûte de cette méthode, l'exercice ultime proposé, c'est ce qu'elle appelle le défi de la semaine, ou le défi des 7 jours. Ah oui, ce fameux défi. Écouter exactement la même histoire banale 7 heures d'affilée. Et à la fin, s'enregistrer soi-même avec son téléphone en racontant son propre week-end. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que, en analysant ça, ça m'a fait penser à un entraînement sportif de haut niveau. C'est vraiment la même mécanique. C'est ça. Les 10 minutes par jour, c'est pas un marathon, ce sont des étirements. C'est l'habitude, la routine, plus que l'intensité de la séance qui va créer une mémoire musculaire. Non seulement pour l'oreille, mais aussi pour la bouche, quand tu finis par t'enregistrer. Cela soulève une question importante sur la neuroplasticité. La répétition sur 7 jours, ça dit littéralement au cerveau « Hé, ce son bizarre, c'est pas une anomalie, tu vas l'entendre tous les jours pour survivre, alors construis des connexions neuronales solides pour le traiter. » Et le fait de s'enregistrer à la fin avec son propre téléphone. Ça, c'est l'étincelle finale. C'est le passage forcé de l'apprentissage passif à l'application active. Quand tu allumes le micro, tu n'es plus protégé. Tu dois faire face à tes hésitations, tu dois accepter de faire des erreurs, de buter sur les mots, ça fait partie intégrante du voyage. Et ça demande un certain courage, accepter sa propre vulnérabilité vocale. C'est pour ça qu'en faisant un peu la synthèse de toute cette exploration, on se rend compte que l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment un voyage avec ses hauts et ses très très bas. Ouais, un jour tu te sens bilingue et le lendemain tu as l'impression de repartir à zéro. C'est exactement ça. Et la vraie clé de la compréhension orale naturelle, c'est cette acceptation totale de l'imperfection. C'est réussir à relâcher la pression quand on croise un mot inconnu ou quand on se prend un « je suis » à la place d'un « je suis » bien carré. Et c'est la petite dose quotidienne d'immersion qui rend ça possible. C'est la tolérance à l'inconfort. Voilà. L'important, c'est de se comparer à soi-même hier et surtout pas aux autres ni aux francophones natifs. Et cette leçon a une utilité universelle.
Parce que tu apprennes le français, qui est quand même parlé dans plus de 30 pays avec plein d'accents différents, ou que tu apprennes la guitare ou le code informatique, cette capacité à tolérer l'inconfort des débuts, à s'exposer régulièrement, c'est la clé absolue de la réussite. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On vient de voir que la véritable maîtrise d'une langue humaine passe par la compréhension de ses imperfections, par son argot, ses bagnoles et ses boulots, par ses contractions fluides, par ses silences hésitants, Par tout son chaos naturel, en fait. tout son chaos. Mais aujourd'hui, on a des intelligences artificielles, on a des traducteurs automatiques de plus en plus puissants. Et ces machines, elles produisent et traduisent un français de manuel absolument parfait, clinique, Sans la moindre erreur. sans le moindre « e ». Voilà. Alors, si la machine excelle dans cette perfection théorique, l'apprentissage d'une langue étrangère pour nous les humains, ça change de nature, non? Ça devient beaucoup moins une simple question de transfert d'informations. Ça devient quoi? Un acte de connexion pure. Exactement. Un acte de connexion culturelle, de vulnérabilité partagée et surtout d'empathie. C'est l'effort d'aller vers l'autre dans toute sa complexité. C'est une réflexion assez vertigineuse que je trouve parfaite pour clôturer notre analyse. On vous laisse méditer là-dessus et prolonger la réflexion de votre côté.